Un exemple concret de la surefficience, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que au même moment où je parle, j'ai tendance à penser à plein d'autres paramètres qui ne sont pas liés à la conversation, euh, qui sont souvent liés en réalité à la projection de qu'est-ce que les autres personnes projettent de ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qu'elles sont en train de penser. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que tout le monde faisait ça, et en fait, c'est pas vraiment le cas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible? Se savoir comme tel est suffisant? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions? Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques? Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on est un haut potentiel? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est? Ou pas? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. Une des spécificités de la surefficience pour moi, c'est vraiment de changer d'état mentaux de façon très très rapide, désordonnée, sans vraiment de raison, et de passer très rapidement d'états assez hauts d'euphorie à d'états assez bas d'abattement. En tout cas, moi, c'est les deux couples de sentiments euh, qui... qui m'habite le plus, c'est que je passe d'une exaltation formidable à un, un sentiment d'incapacité à faire face, de manière générale. Il y a des situations complexes qui sont plus ou moins jouissives à décrypter. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt les relations entre les gens. C'est-à-dire que ce qui est facile pour moi, c'est de savoir si deux personnes sont amoureuses, si deux personnes se détestent, si elles ont, je dirais, des antagonismes ou des différences de personnalité qui les rendent incompatibles. J'arrive facilement à lire les gens. Ça, c'est facile. Après, ce qui est facile aussi, c'est tout ce qui concerne l'intuition de manière générale. Parce que la surefficience, c'est un mode de pensée qui, du coup, analyse énormément de paramètres pour comprendre une situation. Et par rapport à d'autres modes de pensée, ça permet de voir un peu quand même un peu en avance, quoi, parce que du coup, tu évalues plein de facteurs et donc tu es performant pour voir la capacité d'un système à fonctionner. Et pour moi, ça se traduit particulièrement dans tout ce qui concerne mon activité professionnelle, c'est-à-dire Internet et le journalisme. C'est facile pour moi de savoir ce qui va marcher en termes de, euh, de produits journalistiques, de produits éditoriaux, c'est-à-dire quels sont les sujets, les articles, les formats qui fonctionnent. Et puis dans une pensée un peu plus englobante encore, qu'est-ce qui fonctionne pour la société? Trouver une place pour le corps. Quand le cérébral ne fonctionne pas, là, tout part à volo, quoi. Et donc, y a plein de façons pour moi de faire dysfonctionner mon mental. Mais le pire, c'est le manque de sommeil, de ne pas avoir assez dormi et d'être dans des situations de stress. C'est les moments où du coup le cerveau est complètement paralysé. Ensuite, je dirais que c'est une vision très cérébrale du coup de la surefficience et il y a quand même une autre composante au fait d'être humain, c'est qu'on a quand même un corps et le corps, il est aussi il compte au moins pour 50% de comment on se sent, quoi. Et qu'est-ce qui est difficile, c'est de sanctuariser une place pour le corps et d'essayer de ne pas donner trop d'importance à tout ce qui est cérébral. Et ça, c'est difficile, parce qu'il y a vraiment une forme, je dirais même d'addiction à des formes de pensée et d'organisation de sa journée qui consiste à se plonger dans des activités cérébrales en permanence. Pour ce qui me concerne, c'est beaucoup Internet et du coup être dans des systèmes de densité d'information qui donnent une sorte d'extase intellectuelle. C'est le cas aussi beaucoup pour
pour tout ce qui concerne les études, enfin, lire, voilà. Et du coup, je sais que moi, une de mes grosses difficultés dans ma vie, c'est de se dire, OK, le corps, c'est 50%. Donc, il va falloir aménager des moments qui ne sont vraiment, mais alors pas du tout cérébraux. Et donc, c'est tout ce qui concerne cuisiner, faire la vaisselle. Enfin, j'adore ça, quoi. Faire la vaisselle, pas de réflexion, on prend une éponge, un peu d'eau, faire du repassage, j'adore ça. Et puis ensuite, tout le sport. Je pense que quand j'étais petit, c'était vraiment un truc formidable. Et puis, avec les années qui passent, c'est un peu pareil, quoi. Mais à partir du moment où on fait du sport, on réfléchit plus trop, quoi. Et donc, quand tu fais du foot et que tu fais des passes, et t'es pas en train de réfléchir à comment est-ce que t'es en train de faire ta passe, quoi. Au tennis, c'est un peu différent. Mais par exemple, genre au foot, tu joues, quoi. Et puis t'es dans ton corps. Et voilà. Et puis, il y a aussi la danse, par exemple. J'adore danser aussi parce que voilà, tu rentres vraiment dans ton corps. Donc toutes ces activités, je dirais, sont pas naturelles, elles sont difficiles, mais elles sont salvatrices parce que c'est la meilleure façon de garder ton mental dans une portion congrue de ton activité. Les gens rassurants et ceux qui ne le sont pas. La surefficience, c'est un truc où tu as ce petit moment au début d'appréhension, ensuite quand tu es projeté dans la situation d'analyse, et puis une fois que tu comprends, généralement, soit tu... Et c'est assez important, soit tu considères que c'est conforme à tes valeurs, et à ce moment-là, tu t'y plonges merveilleusement bien. Soit cette période d'analyse te fait dire ce n'est pas moi. Et souvent, cette période d'analyse, elle est dure parce que comme on a une vision assez précise de ce qu'on est et assez intransigeante aussi. C'est-à-dire que ça, c'est nous, ça, c'est pas nous. Je pense que comme plein de surefficients, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a plein de surefficients autour de nous. Donc ça, c'est déjà une facilité. C'est-à-dire que moi, j'en ai 2 dans ma famille et puis dans mes amis, j'en ai quand même un certain nombre. Donc ceux-là, en fonction, je dirais, de comment eux perçoivent leur propre surefficience, principalement, est-ce qu'ils en sont conscients ou pas, ils le perçoivent avec, en général, beaucoup de bienveillance. Parce que on porte le même maillot, quoi. C'est-à-dire qu'on a nos petites rayures que personne ne voit, et quand les autres se rendent compte d'avoir les mêmes rayures, on se soutient énormément parce qu'on sait que c'est quand même, ça peut être une galère sans nom. Dans les autres, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie des gens qui sont pas surefficients, mais qui ont une forme, je dirais, d'enracinement qui fait qu'ils sont assez stables et souvent je les adore, ces personnes-là, parce que émotionnellement c'est un continuum, c'est-à-dire qu'ils sont jamais exaltés ou énervés. Enfin, ils peuvent l'être, mais dans des proportions, il n'y a pas de variation comme nous on peut connaître, en fait. Et donc même quand ils sont en pleine tourmente, pour nous ça ressemble à des petites vaguelettes, et du coup c'est hyper rassurant, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnes, ils sont toujours pareils, et ça peut paraître péjoratif comme ça, mais pour nous ça l'est pas du tout, quoi. C'est genre waouh, je sais à quoi m'attendre, ça va être facile, il y a pas de galère. Donc ça c'est je dirais une grosse part des gens. Et puis il y a une autre part, c'est ceux pour qui c'est très dur à gérer les surefficients. C'est ceux qui sont eux-mêmes peut-être un peu plus instables, et pour qui c'est vraiment compliqué d'avoir à gérer des personnes qui changent d'humeur en permanence, qui sont très intenses aussi. Je sais que par exemple professionnellement c'est très compliqué quand avec certaines personnes on n'est pas sur le même niveau d'intensité.
J'étais un enfant très sage, en tout cas en apparence, et très discret. Évidemment, je passais mon temps à analyser toutes les situations, et c'est assez marrant parce que j'ai récupéré là le carnet de naissance que tenait mon père quand j'étais petit. Mais quand j'étais très petit, il l'a tenu, je pense, jusqu'à ce que j'ai genre 7-8 ans. Et donc, il y a des descriptifs de quel est mon tempérament quand je suis vraiment très jeune. Et donc, il y a toutes ces descriptions sur ces moments où je suis à table avec des adultes et que je ne parle pas, mais que je suis aux aguets de n'importe quel petit signe qui m'expliquerait un truc que j'ai pas encore compris sur la life. Et puis ensuite j'ai eu la chance, je pense, d'avoir des super potes toute ma vie, et donc d'être dans des atmosphères où j'étais aimé déjà, et donc j'étais aussi un enfant très joueur, très sportif, très drôle, ce qui est un peu passé avec le temps, malheureusement. La prépa, 2 ans d'extase intellectuelle. J'ai grandi à la campagne au début, ensuite je suis allé vivre à Strasbourg, et ensuite j'ai déménagé pour l'autre côté de la France, où je suis allé vivre à La Rochelle. Et du coup, voilà, ça a été 3 moments où il a fallu redéfinir son groupe de potes et son environnement. Donc j'ai grandi, voilà, plutôt dans des villes de province. Et c'est des endroits géniaux pour les surifiants parce que on est à la fois quand même pas très loin de la nature, ce qui est prépondérant pour nous. Et puis en même temps, il y a quand même une activité, je dirais, artistique et intellectuelle qui permet d'avoir des fenêtres, quoi. Au lycée, quand je n'aimais pas le prof, j'avais 2, comme au bac des EVT, en S, ce qui était quand même un peu problématique. Et quand j'aimais le prof, j'avais 20, donc j'ai eu 20 en histoire au bac, mais c'était compliqué quand tu étais en bac S, du coup, de faire des études supérieures avec ce ratio de notes. Donc j'ai atterri dans le dernier vœu de mon admission au post-bac, dans une toute petite prépa, et une prépa littéraire. Et donc là, ça a été un moment d'extase intellectuelle, puisque la prépa, c'est quand même l'endroit où tu ne fais que utiliser tes capacités mentales à longueur de mois, voire même d'années. Et donc j'ai passé 2 ans de prépa qui étaient formidables, et je sais qu'il y a plein de gens qui détestent la prépa, mais moi c'était le paroxysme de ma vie intellectuelle. Donc j'ai adoré ça, et je pense qu'il y a une dimension qui est importante pour les surefficients, c'est la partie de discipline, parce qu'on est des gens qui sommes très éparpillés, parce qu'on a toujours envie de faire plein de trucs à la fois, de lancer plein de projets. Et donc la prépa, ça a été un moment où on a pu faire, on était obligé de faire les choses dans l'ordre et de façon assez consciencieuse. Et ça a été, pour moi, ça a été exceptionnel en termes de développement de mes capacités. Parce que sinon, avant, j'étais très éparpillé. Et donc, après 1 an de Sciences Po, j'ai poursuivi mes études de philosophie à la fac en même temps que Sciences Po. Donc, j'étais dans une sorte de double diplôme qui était assez exigeant, mais j'adorais ça, quoi. J'adorais le rythme de faire deux trucs à la fois. Et la fac, quand on commence à être assez avancé dans les études, ça commence à être très exigeant en fait, intellectuellement, et très enrichissant. Donc ça, c'était génial. J'étais donc en fac de philosophie, et je suis parti 1 an faire une année de césure à San Francisco, donc, qui a été une année géniale à plein d'égards. C'était un moment de libération totale où j'ai pu être tel que je voulais l'être sans aucune barrière. Donc c'était exceptionnel. Et donc ensuite je suis rentré, j'ai fini Sciences Po, et je suis reparti pour finir mon master de philosophie à l'université de Berkeley, parce que j'ai été pris dans un partenariat. Et voilà, et à la fin de Berkeley, je me suis inscrit en doctorat de philosophie, et en fait je ne l'ai pas fini parce que j'ai été recruté
pour mon premier métier, en fait. Et donc, j'ai arrêté à mon grand regret, parce que j'aurais vraiment voulu que les études ne s'arrêtent jamais. Et du coup, je crois qu'il y a un métier qui s'appelle professeur pour ça, qui a l'air d'être cool. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de travailler pour me rassurer sur mes capacités simplement professionnelles. Et donc, j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai arrêté mon doctorat à ce moment-là. Le geek qui en avait marre de se prendre des vents dans l'institution. Moi, je travaille dans les médias et principalement dans les nouveaux médias. C'est-à-dire que je suis un geek et j'ai toujours pensé qu'on vivait une époque incroyable parce qu'elle permettait de faire tout un tas de choses nouvelles et enfin de changer plein de choses qui sont désuètes. Et le journalisme en fait partie. C'est-à-dire que le journalisme, c'est, pour revenir à ce terme, c'est quelque chose d'assez conservateur. Et il y a plein de nouvelles façons de faire du journalisme et de raconter des nouvelles histoires. Et ce podcast en est l'illustration. C'est-à-dire que actuellement, on n'est pas dans un studio de radio avec des techniciens. On est tous les deux avec un petit micro. Et cette forme de flexibilité, d'agilité, elle permet de raconter des nouvelles formes d'histoire. Donc moi, je me suis toujours intéressé à quelles sont les nouvelles formes de narration qui existent en termes de journalisme. Et j'ai fait principalement du coup de la vidéo et du podcast. Donc j'ai travaillé pour Radio France pendant 3 ans, où j'étais responsable de la vidéo. Du coup, le potentiel révolutionnaire était assez important. Il fallait essayer de transcrire une ligne éditoriale qui avait un certain nombre d'années d'existence dans un nouveau médium qui était le médium vidéo, et du coup de produire concrètement du contenu pour le web, pour les plateformes vidéo et pour les réseaux sociaux. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et c'était génial jusqu'à ce que au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de me prendre des vents. Donc j'ai quitté Radio France là tout récemment, il y a un peu plus d'un mois. Et du coup, je vais pouvoir travailler en indépendant. Et je pense que c'est une bonne leçon d'un début de vie professionnelle d'un surefficient. C'est-à-dire que les institutions ont de ça pour nous d'être extrêmement contraignantes parce que elles sont rigides, elles sont lourdes, voilà. Et nous, on a envie que ça aille vite, on a envie que les choses se fassent dans l'énergie du moment. Aaron Swartz, le premier martyr d'Internet. Je pense que les personnes qui ont le plus d'importance pour moi, ça reste les philosophes. Les philosophes du numérique, puisque ça a été mon sujet de recherche. C'est ceux que j'estime le plus. Après... Les politiques qui m'inspirent le plus, c'est ceux qui ont compris ce que c'était que le numérique et comment est-ce que la politique allait changer sous l'effet du numérique. Et il y a Aaron Swartz, qui est une personne qui s'est suicidée en 2013 après avoir été condamné par le FBI à la prison à perpétuité aux États-Unis, et qui est le premier martyr d'Internet, en fait, qui a énormément combattu pour la liberté de circulation des œuvres d'art sur Internet, et notamment des articles scientifiques. Et en fait, il a été emprisonné pour avoir mis à disposition du grand public toute la base des articles académiques américains. Et donc, évidemment, voilà, les entreprises qui étaient chargées de le commercialiser étaient pas forcément contente, et donc c'est un personnage incroyable, Aaron Swartz, et il était auditionné par le Sénat quand il avait 15 ans pour redéfinir le droit d'auteur, et c'était un vrai surefficient. La dernière personne qui, plus récemment en tout cas, qui est très inspirante, c'est un autre philosophe du numérique qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui est un auteur très célèbre parce qu'il a écrit deux best-sellers qui sont Homo sapiens et Homo Deus. Et de la même façon, c'est quelqu'un qui pense la société à l'aune du numérique de façon très, je pense, lucide, ce qui est très dérangeant pour plein de personnes, mais qui touche beaucoup de monde parce qu'il écrit quand même des livres qui sont lus par des millions de personnes. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très inspirant pour moi parce que c'est un professeur de méditation Vipassana, qui est la technique de méditation que je pratique. Et il se trouve que il a été mon professeur pendant un cours de 10 jours. Et je trouve ça
sidérant et follement inspirant d'être à la fois peut-être le philosophe majeur de notre époque et en même temps d'être un professeur de méditation, parce que c'est déjà un niveau d'avancement sur le chemin de la spiritualité qui est assez avancé, et de coordonner les deux, je trouve que c'est un bon résumé d'une vie équilibrée d'un suréfficient entre l'utilisation de capacités intellectuelles à des degrés très avancés et en même temps une maîtrise du corps et de son esprit qui est totale. Et donc, si je devais dire une personne qui serait mon modèle, ce serait Yuval Noah Harari. Un cerveau utile et dangereux. Donc moi, j'ai pas passé de test. La façon dont j'ai pris conscience de la surefficience, elle s'est faite en plusieurs étapes. Je dirais que la première étape, c'était quand j'habitais aux États-Unis et que j'étais du coup très indépendant, que j'ai vraiment pris conscience que j'étais original d'une certaine façon et qu'il fallait s'en appuyer comme une force. Donc ça, c'était un moment assez positif. Et puis, j'ai fait une dépression à la fin de ma parenthèse états-unienne. Et du coup, là, c'est le moment où j'ai compris que ce cerveau était tout aussi dangereux qu'il était utile. Et du coup, une dépression, c'est de façon très mécanique, c'est le cerveau qui ne s'arrête plus de penser, mais ça, c'est toujours pour les surefficients, mais qui ne fait que brasser des idées négatives. Et donc, dont on n'arrive pas à canaliser en fait une forme de pensée qui soit un peu plus hygiénique, je dirais. Et à ce moment-là, je crois que ma mère m'a dit qu'elle-même était surefficiente et que vraisemblablement je l'étais aussi, qu'elle n'avait jamais voulu me le dire jusqu'à présent, mais que là, les conditions de maladie dans lesquelles j'étais impliquaient que voilà, peut-être que ça me sauverait, en tout cas que ça me ferait réfléchir. Et quand tu es en dépression, tu comprends pas grand-chose non plus parce que tes facultés mentales sont très très réduites, et donc j'avais pas du tout capté à ce moment-là. Et je suis sorti de ma dépression, ça allait beaucoup mieux, au point que ça aille un peu trop bien, où j'étais très très en forme, et j'ai commencé à énormément travailler au boulot. C'était l'année de l'élection présidentielle en fait, et donc je bossais énormément, et parallèlement il y avait beaucoup de stress, parce que voilà, quand tu travailles à France Inter dans une année présidentielle, c'est une année où c'est très stressant. Et du coup j'ai fait mon premier burn-out, qui a été un moment de choc vraiment, parce que pendant une dizaine de jours, il n'y avait plus aucun lien entre mon cerveau et le reste de mon corps, et donc ils ne communiquaient pas ensemble, et je pouvais à peine marcher, à peine parler, je dormais vraiment 12-14 heures par jour, et c'était le lendemain de l'élection de Macron, littéralement, quoi, je me suis effondré. Et donc là, ce que ma mère m'avait dit pendant ma dépression a résonné en moi, et je me suis rendu compte effectivement que j'avais un fonctionnement mental qui était un peu particulier, dont il faut prendre soin. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir une naturopathe qui est je dirais pas spécialiste, mais en tout cas qui est familière des questions de surefficience. Et donc on a fait un travail ensemble, et on n'a jamais fait de test, mais au bout d'un certain nombre de séances, je lui ai demandé quand même, mais Florence, est-ce que du coup tu penses que je suis surefficient, ouais? Et elle m'a dit oui, si tu veux faire le test, fais-le, mais bon, il y a pas trop de doute pour moi. Et donc c'est à ce moment-là où je pense que j'ai accepté que c'était une partie de ma personnalité, et c'est à ce moment-là aussi que je l'ai dit à plein de personnes, comme une sorte de témoignage sur une des clés de ma personnalité. Et je l'ai dit à mes amis les plus proches, ouais. Mais je l'ai dit sérieusement, quoi, comme une forme d'annonce, en leur disant, bon, j'ai découvert un truc, ça va pas chambouler le monde, mais je pense que c'est utile pour vous de le savoir, parce que ça vous permettra de mieux comprendre comment je fonctionne. Et donc, je l'ai dit à certaines personnes. Il y a certaines personnes à qui j'aurais probablement pas dû le dire parce qu'elles n'ont pas compris. Et il y a certaines personnes à qui ça m'a coûté de le dire, typiquement au travail.
parce que c'est pas facile de l'expliquer à tes collègues. Et je l'ai dit, en fait, j'utilise le pluriel, mais je l'ai dit à une personne au travail en réalité. Mais c'était la personne qui travaillait le plus avec moi. Et ça a été génial de pouvoir lui dire, parce que quand t'es 5 jours sur 7 pendant 10 heures avec une personne, c'est utile de savoir quel est son logiciel. Et elle a tout compris, elle a accepté, et je le conseille vraiment, quoi. Si la personne peut entendre, ça, c'est vraiment génial, quoi. La chance de comprendre son propre logiciel. Il y a 2 types de moments, je dirais. Il y a les moments au quotidien où tu sens que t'es plus dedans parce que t'es en train de penser à autre chose, ou ça arrive très souvent, par exemple quand on est en soirée et qu'il y a beaucoup de bruit et qu'il y a beaucoup de gens qui te parlent dans tous les sens, et que tu commences à te sentir complètement épuisé par la situation. Et là je me dis ok, bon, alors c'est la surefficience, c'est normal, et donc là tu t'en perds, quoi. Tu te dis bon, ça va. Et puis je dirais que dans une perspective de long terme, ça a changé une forme de patience par rapport à l'organisation de ma vie, et une volonté du coup de la faire concorder beaucoup plus à ce qui se passe à l'intérieur, et de chercher, je pense, dans mes relations amicales et amoureuses, des relations qui sont beaucoup moins anxiogènes, où il y a moins de négativité, où il y a moins de tous ces sentiments de comparaison, de jalousie, de paroles qui sont un peu agressives, tout ce genre de choses qui sont vraiment néfastes. Voilà, je pense que ça m'a permis de faire des choix, et puis après sur mon activité professionnelle, d'aller vers des choses qui sont plus créative, intellectuelle. Donc voilà, ça a changé pas mal de choses. Et après, du coup, moi j'ai 29 ans, et j'ai découvert ma surefficience à 27 ans. Et je sais, du coup, pour en avoir parlé avec d'autres surefficients qui sont plus âgés, que c'est une chance, et pour avoir écouté ce podcast d'ailleurs, mais c'est une chance incroyable, parce que quand tu as 29 ans et qu'il te reste toute ta vie à construire en ayant conscience de ton code, t'es bien parti, quoi. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut que tu fasses gaffe, mais que c'est comme ça que tu fonctionnes. Du coup, c'est jusqu'à la fin comme ça, donc il va falloir prendre des mesures durables pour le gérer, et je pense que c'est comme ça que je suis venu à la méditation. Ça te permet d'avoir une concentration de l'esprit qui te permet de contrôler ton flux de pensée, et donc ça c'est un exercice qui est génial, mais extrêmement difficile, et donc t'as toute la vie pour le maîtriser, quoi. Donc là j'ai 29 ans, je pense que heureusement qu'il me reste encore des belles années de méditation pour apprendre à le gérer, ouais. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.